Voilà, donc on est tous différents. Donc voilà, je me suis dit, ça serait intéressant. Moi j'ai été à la rencontre du Pygmalion que je suis. J'ai mis peut-être 40 ans pour y aller. Avec mon protocole, vous allez gagner un peu de temps peut-être. Donc c'est un petit peu ça hein, qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire que, oui André, tu Est-ce veux que tu dire? as enregistré? Oui, merci André. Oui, oui, je me suis permise d'enregistrer, mais rassurez-vous, je ne ferai rien sans votre accord, hein, mais c'est juste pour, voilà, pour garder voilà, un petit souvenir de cette soirée. Merci. Ben, du coup, voilà, je me disais que voilà, on allait faire quelque chose de plutôt interactif. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, peut-être commencer par le commencement. Donc, je vais vous parler un petit peu de pourquoi le regard Pygmalion, quelle histoire ça a dans ma vie et comment ça colore ma pratique. Parce que le regard Pygmalion, on en a entendu parler, hein, tout le monde en a entendu parler plus ou moins, mais voilà, je vais vous dire ce que c'est pour moi en fait, parce que chacun a sa définition du regard Pygmalion ou de l'œil d'amour. Voilà. Quand je dis l'œil d'amour ou le regard Pygmalion, j'espère que pour vous, c'est pas gnangnan Non. que je peux l'utiliser, parce que pour moi, l'œil d'amour, c'est vraiment ce que j'aime le plus utiliser comme définition en fait. Voilà. Quand je dis l'œil d'amour, le regard Pygmalion, c'est pour faire un peu plus pro, vous voyez. Donc, on va dire l'œil d'amour. Ça va pour vous? Oui, 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 Ok. oui. Oui, oui, oui. Donc voilà, ben ça, cette histoire, figurez-vous qu'elle a commencé, en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie, mais bon, je l'ai su un peu après. En fait, elle a commencé, il y a une question que j'adore poser aux personnes que j'accompagne en général, à un moment donné de l'accompagnement, donc je vais vous la poser, et je me la suis posée à moi-même à un moment donné, parce que je la pose, mais je ne l'avais pas posée à moi-même. C'est bien de se poser les questions aussi de temps en temps. Donc, cette question, c'est qu'est-ce que votre parcours de vie, votre parcours professionnel, votre histoire de vie, quand vous vous retournez sur votre vie, vous voyez, qu'est-ce qu'elle vous a enseigné que vous auriez envie de transmettre à un jeune homme ou une jeune femme qui vient vous voir demain pour lui faire gagner un peu de temps, en fait. Vous voyez, c'est comme si on synthétisait en quelques mots ce que la vie nous a appris, mais juste en quelques mots, donc on ne peut pas tout dire. Donc, donc, c'est comme si on gardait l'essence de notre vie, quoi. Et moi, à cette question, je me suis surprise il y a deux, 3 ans, à répondre la magie des rencontres, en fait. Moi, je pense que je me suis construite dans ma vie à travers les rencontres que j'ai pu faire. Mais des rencontres qui ou m'ont dégradé, parfois, malheureusement, ou m'ont ouvert des portes que je n'aurais jamais pu ouvrir toute seule, en fait. Vous voyez, donc c'est l'idée qu'on a une histoire avec chaque personne que l'on rencontre dans notre vie. Alors, on n'a pas le souvenir de tout le monde, bien sûr, mais il y a certaines personnes qui, et attention, hein, ce n'est pas qu'elles ont fait un truc extraordinaire avec nous, hein, c'est juste un jour, elles nous ont accordé un peu de valeur qui fait que ça a coloré différemment notre vie. Donc, et en fait, je me suis aperçue que ma vie était jalonnée, en fait, de ces personnes qui m'ont construite, en fait. Voilà. Et du pouvoir que ça a eu dans ma vie. Donc, donc j'ai envie à ce stade, vous voyez, on va commencer dès maintenant l'interactivité. Parce qu'une fois que j'avais compris les rencontres, une fois que j'avais été explorer un peu le pouvoir de ces rencontres dans ma vie et comment certains m'avaient un peu affaibli et d'autres plutôt rendu plus forte, eh bien, je me suis dit, mais dis donc, c'est incroyable en fait ce pouvoir. Et donc, moi aussi, si moi aussi j'ai le pouvoir de changer la vie d'une personne ou de la dégrader. Donc, voilà. Donc, c'est d'en avoir conscience. Et en fait, quand j'en ai eu conscience, quand je me suis reconnectée à ces personnes qui m'ont ou dégradée ou regradée, eh bien, je me suis dit, là, j'ai mon super pouvoir, en fait. Parce que du coup, j'ai travaillé ce concept en me disant, bah, OK, moi, je vais choisir mon camp, je vais être plutôt celle qui regrade que celle qui dégrade. Donc, déjà, je choisis, hein, consciemment. Et puis ensuite, une fois que j'ai choisi de regrader les gens, j'ai choisi une pratique, mais je l'avais déjà choisie avant. Mais en fait, les pratiques narratives, je ne sais pas si la PNL, on pourrait dire la même chose, Marie-Christine me le dira, ou vous, mais, mais j'ai choisi une pratique, comme par hasard, qui est vraiment une pratique de regradation des personnes, en fait. Les pratiques narratives, c'est une pratique hyper tendre
qui restaure vraiment les identités abîmées et qui s'intéresse aux minorités, aux gens qui souffrent et qui vraiment, jusque dans les questions, en pratique narrative, on construit des questions qui rendent les gens dignes. Quand on nous apprend à construire des questions qui prennent soin des gens. Vous voyez? Donc, vous voyez à quel point on regrade. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour démarrer. Donc, peut-être qu'à ce stade, j'ai envie de vous poser cette question, si vous voulez bien répondre dans le conversé. Si vous vous retournez sur votre vie, sur votre parcours de vie, qu'est-ce qu'elle vous a appris que vous auriez envie de transmettre? Il n'y a qu'une chose que vous auriez envie de transmettre, c'est quoi? Et qui peut-être colore aujourd'hui aussi votre pratique. C'est peut-être, si vous arrivez à répondre à cette question, vous allez avoir accès à votre super pouvoir. Voilà la bonne nouvelle. Donc, si vous voulez bien la partager, ok, merci. Merci Nathalie. C'est quoi la question, excuse-moi? Alors, la question, je vais la répéter, t'inquiète, Oui. c'est quand tu te retournes sur ta vie, sur ton Oui. parcours, qu'est-ce que tu en... Alors, il y a plein de choses qu'on a appris, Oui. hein, mais quelle est la chose, on va dire, principale que tu aurais, si tu n'avais qu'un conseil à donner, enfin un conseil ou en tout cas Ouais. à donner à quelqu'un qui démarre sa vie pour lui faire gagner un peu de temps, ce serait quoi? Ouais. Hein? Et c'est comme si je te demandais de te donner ce conseil à toi-même, en fait, aussi. Hein? Alors là, je vois pas mal de choses qui arrivent. Troquer la peur contre la confiance. Oh là, ça va vite. Fais-toi confiance et fais ce que tu aimes. Tolérance. Savoir se mettre en mouvement, c'est beau. Et je vous assure que tout ce que je vois qui m'émeut beaucoup, en fait, c'est vraiment là que repose votre posture, en fait. Vos croyances et votre légitimité et votre super pouvoir. Si vous arrivez à faire une théorie de ce que vous mettez là, je pense que vous aurez quelque chose qui parle de vous, parce qu'on est tous singuliers, on est tous uniques, on a tous une histoire différente. La Terre est une école, un terrain de jeu. C'est joli. Oui. Les obstacles n'existent pas. Vous voyez, tout ça, ça a une histoire dans votre vie. Ok, je vais vous laisser un petit peu répondre. Et puis, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, bien sûr, moi, quand j'ai posé cette question à mes clients, alors qu'ils ne sont pas dans l'accompagnement, c'est vraiment là, on a le cœur du réacteur, quoi. On a, vous savez, j'ai tout à l'heure Hélène, je crois, et Loubert, que je connais un peu, je lui ai conseillé le livre de Alice Miller qui s'appelle Le drame de l'enfant doué, et qui dit que souvent, moi c'est un livre que j'aime beaucoup et que je conseille souvent à ceux qui se forment dans l'accompagnement, et c'est à voir à ce qu'on fait là. Elle dit, mais alors je la fais courte et j'espère que je réduis pas trop, mais elle dit souvent les gens qui veulent accompagner, c'est des gens qui ont vécu des traumas enfants et qui ont survécu à leurs traumas et qui sont devenus des experts de leur survie et qu'ils en font un métier. C'est le moment, quand on devient accompagnant, c'est le moment où on transforme en cadeau sa vie, vous voyez. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est un peu trop énorme pour vous, mais moi, ça m'a chamboulé quand j'ai vu ça, parce que c'est comme si ça devient vertueux. Même les choses horribles que j'ai vécues, je peux en faire un cadeau, quoi. Vous voyez, ces regards dégradants, ces regards regradants. C'est quoi le titre de ton livre? Alors, de mon livre ou du livre que je cite? Ton livre, je l'ai acheté, mais du livre que tu cites. Alors, le livre que je cite, alors elle peut peut-être le montrer, Hélène Loubert, ça s'appelle Le drame de l'enfant doué. Alice Miller. C'est à destination des accompagnants, où elle les invite à réfléchir à pourquoi ils veulent accompagner les gens. Toutes les réponses sont OK, hein, ce n'est pas pour dire vous pouvez pas. Hein. C'est juste une invitation pour trouver toute sa légitimité, pour trouver toutes ces croyances et surtout commencer à, si on a survécu à notre vie, alors attention, ça peut ne pas être des traumas horribles, hein, ça peut être juste une orientation contrariée. Hein. Faut pas non plus, parce qu'un jour je dis ça, puis il y a un jeune homme qui me dit, Madame, j'ai pas de trauma, je peux faire ce métier quand même. Je lui ai dit, oui, tu peux. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais c'est pour dire que derrière ça, il y a toute notre légitimité, il y a comment on a réussi, et en fait,
moi, je sais que j'ai réussi à survivre à ma vie avec ces regards d'amour qu'on a posés, que certains ont posés sur moi, en fait. Voilà. Merci énormément d'avoir. Qui a dit entièrement d'accord? Bon, ça va alors. C'est bon. Non, mais c'est très important parce que là, on parle de. J'essaie de remonter un petit peu à la source pour vous dire que les rencontres, pour moi, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Voilà. Donc maintenant, une fois que je vous ai dit ça, je vais quand même vous raconter au moins 2 petites histoires de ma vie. Un regard qui m'a dégradé, un regard qui m'a regardé et qui m'a regradé. Vous parlez sur votre site du voyage de vie. Est-ce que l'arbre de vie est la même chose? Alors, on en parlera après tout ça. Oui, c'est un peu la même chose, mais c'est une autre métaphore. Voilà, le voyage de vie. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire, je ne vais pas vous parler de tous les regards qu'on a posés sur moi, mais en tout cas des 2 fondateurs, on va dire. Donc, pour un peu illustrer ce que je vous dis, et après, vous allez faire aussi un petit exercice pour aller vous relier à un de ces regards d'amour. Parce que une fois qu'on s'est relié à un de ces regards d'amour, je peux vous dire qu'on sort de l'anonymat quelqu'un auquel on ne pensait pas forcément, et puis on lui redonne vie, et puis ça va être quelqu'un qui va colorer notre vie d'une certaine manière. Donc déjà, j'aurais envie concernant l'œil d'amour, j'aurais envie de parler de ma mère qui est une femme, voilà, j'ai été élevée dans une famille modeste, somme toute, mais très aimante. Enfin, ma mère nous a élevés seuls, mais on a manqué de beaucoup de choses, mais certainement pas d'amour. Et donc, elle avait une manière de nous regarder qui nous faisait nous sentir vraiment, en tout cas, intéressants, forts. C'était vraiment, voilà, on aimait le regard qu'elle portait sur nous. Et déjà, ce que je voulais dire, c'est que déjà avoir été élevé, enfin, le moindre gribouillis qu'on pouvait faire était encadré. On éternuait, c'était juste extraordinaire. Enfin, bref, vous voyez, ce genre de mère, voilà. Mais néanmoins, voilà, donc j'ai commencé ma vie dans un climat comme ça. Et puis ensuite, très tôt, comme tout le monde, je suis rentrée à l'école. Et puis à l'école, alors que j'avais l'impression d'évoluer normalement dans une famille aimante, avec des amis, etc. Et bien, en rentrant à l'école, j'ai commencé à entendre des choses sur moi que j'avais jamais entendues ailleurs, puisque ça allait plutôt bien, je me sentais intelligente d'après ma mère. Donc, et là, on m'a dit à l'école que j'avais des problèmes d'apprentissage, que j'étais lente, que je n'étais pas au niveau. Enfin, j'ai commencé à entendre des choses très tôt, pas à la maternelle, mais dans les premières classes de la primaire, en fait. Et donc, le fait d'avoir entendu ça très tôt, je me souviens, ça me fermait complètement, en fait. C'est pas que je comprenais pas, c'est que je m'étais enfermée un peu dans cette histoire qu'on me racontait, ce qui fait que très tôt, j'ai redoublé la CM1, je crois, et puis ensuite, je comprenais plus trop ce qui se passait pour moi à l'école. Voilà. Donc, vous voyez, avant de rentrer à l'école, j'étais normale, à peu près. Je rentre à l'école, on me renvoie une image de quelqu'un assez nul quand même, hein, puisque je suis sortie du système scolaire, du coup, assez tôt, avec un CAP de sténodactylo. Vous voyez comment on recrute les coachs. Donc, non, mais c'est pour dire que, mais ceci dit, voilà, donc c'est pour vous dire que, dans mon système familial, on m'a regradé, dans le système scolaire, on m'a dégradé, et après, je rentre avec mon CAP dans l'entreprise. Et là, et je vais arrêter là après, et là, j'ai commencé des entretiens avec mon petit CAP de sténodactylo à 17 ans, et comme j'étais sortie très vite du système scolaire, eh bien, à l'époque de mon temps, quand on passait des entretiens, on nous faisait passer des tests, on tapait à la machine, il fallait montrer ce qu'on savait faire, vous voyez, pour être secrétaire. Et moi, le problème, c'est que j'étais nulle. Enfin, je tapais assez vite à la machine, mais je faisais pas mal de fautes d'orthographe. Donc, mes entretiens étaient assez rapidement expédiés. Et puis donc, je désespérais de trouver un boulot. Et surtout, j'avais aucun espoir pour l'avenir, parce que je partais tellement en manque de confiance. Et puis un jour, je suis tombée sur une entreprise. Enfin, je choisissais même pas le secteur, quoi. Je voulais juste un poste pour commencer à travailler. Et puis un jour, quelqu'un m'a fait passer un test. Il s'appelle Christian.
Et puis, et pareil, je fais quelques fautes d'orthographe, il me regarde au-dessus de mon épaule, et là, il me dit, à un moment, il arrache la feuille que j'ai en train d'écrire, et je dis, mince, ça y est, c'est foutu encore. Et puis là, il me dit, excusez-moi, mademoiselle, je me suis trompée, on va recommencer. Et là, il me redicte la même lettre, en épelant, mais quasi chaque mot, quoi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi il fait comme ça? Enfin bref, voilà, donc il me redicte cette lettre et en faisant exprès de me l'épeler vraiment pour que je comprenne bien. Et après, il m'a dit, bah, c'est super, dis donc, vous pouvez commencer quand? Donc, je lui dis, mais attends, j'ai rien compris. Puis là, il m'explique qu'il est moi, je suis dans le secteur de la publicité, qu'il est directeur du développement, que sa secrétaire est partie en congé de maternité, qu'il a besoin de quelqu'un. J'ai 17 ans et il m'embauche. Et là, franchement, il m'a ouvert une porte déjà de la publicité. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'était très élitiste à l'époque, parce que la publicité, on n'y entrait pas comme ça. Ensuite, pour être sa secrétaire, et puis il a passé un temps fou à m'apprendre mon métier, à me relire sans que je me sente nulle, à vraiment, je sais pas, il m'a regardé comme quelqu'un capable de tout faire, et je suis devenue cette personne capable de tout faire. Ce qui fait qu'à son contact, je me suis mis en route. Alors, je vais vous la faire courte. Hein. J'ai terminé 20 ans après, directrice du développement et de la communication du plus grand groupe de publicité mondial. Vous voyez, 6 ans après, je l'ai remplacé. Parce que j'ai fait l'intérim, il est parti. Et comme sa secrétaire est revenue à un moment, il a créé un poste pour moi. Je suis devenue son assistante. J'ai bossé 5 ans avec lui. Et en attendant qu'on le remplace, je l'ai remplacé. Et comme je faisais l'affaire, on m'a gardée. Et puis après, c'était parti, quoi. Chaque année, je grandissais. Mon cerveau s'est remis en route, visiblement. Et puis voilà. Vous voyez, c'est pour vous dire comment Christian a changé ma vie, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez Cosette, Jean Valjean, etc. Christian, c'est mon Jean Valjean. Il a vu Dina avec son petit seau, là, il a aidé à porter le petit seau et il l'a sorti de la famille des Thénardier. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, c'était exactement ça. Et un jour, je lui ai dit, parce qu'après on était copains, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as embauché quand même? Il me dit, mais j'avais l'impression qu'il avait eu pitié de moi. Mais il m'a dit, mais pas du tout. Moi, quand je t'ai vue, tu étais souriante, c'était un rayon de soleil qui rentrait dans la pièce, tu avais l'air volontaire, je sentais ton potentiel. Mais franchement, j'étais loin de savoir que je dégageais ça, quoi. Vous voyez? Donc, il a vraiment misé sur moi et il m'a ouvert une porte. Franchement, je n'aurais pas rencontré Christian, je n'aurais jamais été direct, je n'aurais pas fait ce parcours. Imaginez que je rencontre quelqu'un et ça, enfin, je veux dire, j'ai une vie différente. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est ça l'idée. Vous voyez? Donc, quand on commence sa vie comme ça, alors je vais arrêter là parce que je pourrais vous raconter 40 histoires comme ça, hein, mais je vais arrêter là. Mais c'est pour vous dire que il a changé ma vie. Mais moi, j'en ai pris conscience très longtemps après. C'est-à-dire que Christian, aujourd'hui, faire ce métier, c'est dire merci Christian. Vous voyez? C'est de rendre hommage à cet homme, en fait. C'est très vertueux. C'est-à-dire que les personnes qui nous accordent de la valeur, ils nous montrent l'exemple. Et un jour, à chaque fois qu'on reproduit cet acte, c'est comme si on leur disait merci, en fait. Vous voyez? Donc, c'est assez vertueux. Donc, ben voilà, moi je dis ça parce que Christian, après, nos routes se sont séparées, il a quitté l'entreprise, moi j'ai continué, après j'ai changé, j'ai grandi, enfin bref. Mais du coup, moi quand je recevais des CV, évidemment, j'étais aussi un peu comme Christian, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans une boîte où on me disait il faut embaucher que des HEC. Mais moi, j'ai embauché d'autres gens, dont une jeune fille. Et je vais arrêter là, une jeune fille qui s'appelle Samia et qui un jour m'a envoyé un CV. Elle n'avait pas fait HEC, mais elle avait l'air motivée. Je l'ai reçue et puis je l'ai embauchée. Enfin, je l'ai prise en stage d'abord et puis ensuite je l'ai embauchée. Elle avait aussi fait quelques fautes dans sa lettre de... Moi, j'adore ceux qui font des fautes d'orthographe. Elle avait fait aussi quelques fautes. Et puis voilà, donc Samia, je l'ai embauchée. Après, on a bossé quelques années ensemble. Et puis un jour, j'ai quitté ce métier, je suis devenue coach. Je vous dis ça pour vous dire comme c'est vertueux. C'est-à-dire qu'en devenant coach, je recommençais un métier à zéro, à 45 ans. Et donc, j'avais perdu de vue Samia, avec qui j'avais bossé 5-6 ans.
Et puis un jour, elle m'appelle, elle me demande ce que je deviens, et moi, je lui demande ce qu'elle devient. Je lui dis, je suis coach, je démarre une activité, j'ai aucun client pour l'instant, mais je suis contente, c'est un métier qui a l'air de me convenir. Et elle me dit, moi, je suis responsable d'une fondation d'un grand groupe. Et elle me dit, et elle me rappelle le lendemain en me disant, bah, écoute, je t'embauche pour animer des journées. Voilà, comme elle avait, voilà, elle avait à cœur de me rendre un petit peu l'appareil. Et c'est cette jeune fille que j'avais embauchée qui m'a embauchée pour m'aider à démarrer mon activité. Vous voyez, aujourd'hui, plus de 10 ans après, c'est toujours ma cliente. Vous voyez, elle continue, mais plus pour la même raison. Aujourd'hui, je pourrais me passer de ça, mais j'adore ce qu'on fait ensemble. Voilà. Je vous raconte un petit peu mon histoire avec le regard Pygmalion. Et je suis sûre que vous auriez tous de très jolies histoires à me raconter à ce niveau-là, j'imagine. Donc, avant de continuer, je voudrais juste vous dire d'où vient l'œil d'amour. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot œil d'amour. Et je voudrais juste vous raconter une petite histoire qui dit bien, parce qu'après, je vais vous raconter ce que c'est, en fait, le regard Pygmalion. Ce n'est pas juste de regarder avec les yeux, en fait. Ce n'est pas juste de faire grandir les champs. On en parlera après. Mais pour ça, pour poser ce socle-là, j'espère qu'il n'y a pas trop de questions auxquelles je ne réponds pas. Hein. Ça donne envie d'être chrétien dans la vie, j'adore. Oui, Christian, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lui dire merci parce que voilà, quand j'ai pris conscience de l'importance qu'il a eu dans ma vie et que je l'ai recherché, il n'était plus là, malheureusement. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est d'où vient l'œil d'amour, et je vais vous raconter une petite histoire qui pose bien le socle de ce qu'est l'œil d'amour et ce qu'est son contraire, en fait. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des regards qui sauvent et des regards qui tuent aussi. Hein. Voilà. Donc, Michael White, que vous ne connaissez pas, par Marie-Christine, et puis ceux qui ont été formés, il y en a quelques-uns parmi vous, peut-être, mais Michael White était l'initiateur des pratiques narratives. Michael White est mort prématurément en 2008 à la soixantaine. Et David Epstein, qui a initié les pratiques narratives avec lui, à son enterrement, a lu un très joli témoignage que j'ai lu. Et on a invité 3 fois David Epstein à la Fabrique narrative et il nous a raconté cette histoire. Et il dit que donc, dans cet hommage qu'il rendait à Michael White, qui était thérapeute, hein, familial, travailleur social aussi, il dit ce que, entre autres, hein, parce qu'il a dit plein de choses, mais par rapport au regard d'amour, il dit ce que Michael White critiquait le plus dans sa pratique hein, de thérapeute, c'est, alors je le lis un peu, je suis désolée, c'est pour vraiment ne pas perdre l'essence de ce que je vais vous dire. Il dit que ce que Michael White critiquait le plus, c'était la manière dont les professionnels du soin, en général, hein, considéraient ceux qui venaient demander de l'aide, en fait. Et il parlait du regard, d'un certain regard qui portait sur eux. Et là, il cite David Epstein, Marilyn Frye, qui est une universitaire américaine et féministe. Et Marilyn Frye parle de ce regard que critiquait Michael White. Elle dit c'est l'œil arrogant. Elle parle d'un œil arrogant. Et elle explique ce qu'est un œil arrogant. Et là, c'est là que je vais lire un peu. Elle dit que l'œil arrogant, c'est une façon de regarder qui place le point de vue du professionnel au centre. C'est-à-dire vraiment, enfin ça peut être le professionnel du soin comme le professionnel de l'éducation ou autre chose au centre. C'est-à-dire qu'il considère que son opinion est essentielle, que son expérience et sa manière de regarder le monde font autorité. L'œil arrogant, dit-elle, les autorise à fondre les identités des autres dans leur propre identité. Du point de vue de l'œil arrogant, si tant est que les patients existent, hein, c'est au bénéfice du professionnel. Elle dit que sous l'éclairage d'un tel regard, les patients sont disqualifiés, dégradés. Et à l'inverse, du coup, Marilyn Frye dit que l'antidote à l'œil arrogant, c'est l'œil d'amour. Hein. Elle dit que l'œil d'amour, au contraire, reconnaît l'indépendance de l'autre,
Voilà, c'est le regard de quelqu'un qui sait que pour voir ce qu'il y a à voir, il faut consulter quelque chose d'autre que sa propre intention et ses propres intérêts. Et que les gens qui détiennent des savoirs, sous l'œil d'amour, les gens qui détiennent des savoirs ne sont pas disqualifiés ou délégitimés sous prétexte qu'ils ne sont pas considérés en position d'experts. Et que l'œil d'amour confère du coup une reconnaissance sociale à ceux qui ont été dégradés par l'œil arrogant. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est exact. Quand j'ai lu ça, j'ai reconnu vraiment tout ce que je pense, toute cette histoire de l'œil qui dégrade et l'œil qui regrade, en fait. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé pour moi dans l'éducation nationale. Des experts ont considéré que j'étais lente, par exemple. Mais être lente, c'est quoi? Par rapport à qui, etc. Vous voyez, aujourd'hui, je ne me sens pas lente du tout. Vous voyez, donc c'est vraiment un système et des experts qui décident pour nous parfois que c'est comme ça. Voilà. On peut avoir le titre du livre qui est cité. Alors, ce n'est pas un livre, c'est un hommage, mais cet hommage, ce que je viens de vous lire, vous l'aurez dans un support. J'ai demandé à André de vous envoyer un support après, si ça vous intéresse, bien sûr, ou qui va reprendre un peu les grandes idées que j'évoque ici. Donc, il y aura ce que je viens de vous lire là. Voilà. Et en fait, ce que j'ai lu, c'est un hommage. C'est le discours qu'a lu David Epstein à la mort de Michael White. Mais une partie du discours. Il parle de cet œil d'amour et de cet œil arrogant. Est-ce que ça vous parle, l'œil d'amour, l'œil arrogant? Oh oui. Ouais, parce que vous voyez, moi, c'est une manière de penser maintenant. Vous voyez, par exemple, j'ai écrit un livre, La magie de la bienveillance, ou d'autres. Il y a des moments dans mon histoire où mon histoire de problème se réveille un peu. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai réussi ma vie, que je suis coach, que j'ai été directrice, machin. Il y a quand même une ancienne histoire qui peut se réveiller dans des situations de stress, vous voyez. Donc, par exemple, quand j'écris, écrire pour moi, c'est pas aisé, quoi. Il y a comme s'il y avait une reconnaissance sociale dans l'écriture. Et de temps en temps, je suis bloquée dans mon écriture. Et là, maintenant que je suis un peu une pro de l'accompagnement, plutôt que de me freiner, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il me dit cet œil arrogant qui m'empêche d'écrire? Eh bien, il me dit, qui t'es, toi, pour écrire? Il me dit, alors, tu n'as même pas le bac et tu veux écrire, c'est quoi cette histoire? Etc. Vous voyez, j'essaye de donner une voix à cet œil arrogant. Et puis après, une fois que je vais donner la parole, je me dis, bon, c'est un peu ridicule quand même. Donc, je vais donner la parole à l'œil d'amour. Il me dit plutôt que de te demander si tu es capable, demande-toi, est-ce que tu as envie d'écrire? Est-ce que tu as assez d'expérience pour écrire, etc. Et là, oui, vous voyez, j'arrive rien qu'en identifiant cet œil arrogant, je peux me remettre à écrire. Je me dis, c'est vraiment, voilà, c'est le regard qui juge exactement. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que ça m'aide, ça m'a aidé à comprendre ce qu'est l'œil arrogant et l'œil d'amour et je pense que ça parle à tout le monde. Voilà. Et donc du coup, maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais peut-être, avant de vous faire un petit exercice pour voilà, pour que vous échangiez un petit peu entre vous sur un de vos regards d'amour. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Je vais partager l'écran, si vous voulez bien 2 minutes. Alors, excusez-moi, je lis parce que c'est passionnant tout ce que vous écrivez. Je vais garder ça, je vais vous l'envoyer aussi, hein, parce que moi, j'ai vachement de mal en fait à lire et à être avec vous en même temps. Mais c'est super intéressant. Parfois détruit par l'œil arrogant de leur enseignant. Ah oui, alors vous savez, tiens, merci de partager ça, Catherine. J'accompagne beaucoup des jeunes dans les écoles, comme vous le savez peut-être, et de plus en plus d'enseignants, en fait, qui demandent aussi qui sont fatigués, qui ont perdu le sens de ce qu'ils font. Parfois, c'est assez dur, le métier d'enseignant aujourd'hui. Et donc, il y a une enseignante qui m'a dit... je leur partage un peu mes idées sur l'œil Pygmalion, parce que c'est important pour les parents, ce regard, pour tous ceux qui finalement se retrouvent face à des gens à accompagner, comme des parents, des enseignants, des coachs. Et elle me dit, tu sais, quand je dois recevoir une classe l'année d'après,
ceux qui ont eu cette classe, en fin d'année, ils me présentent la classe que je vais avoir. Et ils me disent, voilà, donc l'année prochaine, tu auras les 5e machins. Dans cette classe, elle, tu verras, elle est géniale, elle bosse bien, etc. Lui, c'est un gros flemmard qui ne fout rien, etc. Vous voyez, elle me dit, on a l'habitude de nous présenter les jeunes comme ça. Donc, je ne les connais même pas et j'ai déjà cette histoire sur eux. Vous voyez? Donc, en fait, l'idée, c'est après, elle me dit, quand je me retrouve dans la classe, avec ces jeunes qu'on m'avait présentés avant, j'arrive avec ce que je sais déjà sur eux. Ils ont déjà une histoire qui les précède, en fait. Ce qui fait que quand celui à qui on m'a dit, il est flemmard, se trompe, je lui dis, c'est normal, tu ne fous rien, alors que je ne le connais même pas. Et celui à qui on m'a dit qu'elle était bosseuse, si elle se trompe, je vais lui dire plutôt, ben, c'est pas grave, je vais te réexpliquer, vous voyez. Donc, on a un peu tendance à faire comme ça. Mais elle en prenait conscience, en fait. Et elle m'a dit, écoute, dorénavant, je ne voudrais plus qu'on présente les nouvelles classes. Je vais essayer de faire connaissance directement avec eux. Voilà. Donc, c'est pour répondre un petit peu à ce que je viens de lire. Donc, je vais vous passer juste je vais partager l'écran 2 minutes et vous montrer juste quelque chose. Voilà, donc je vais le mettre un petit peu au début. Voilà. J'avais juste envie déjà, de vous montrer cette magnifique illustration que m'a envoyé un jeune collégien quand je parle, parce que je partage ça avec des jeunes parfois, et j'ai parlé de ce regard d'amour, et j'ai expliqué ce que c'était, etc., parce que j'essaye qu'ils le fassent entre eux aussi. C'est pas toujours facile entre jeunes, ils se bastonnent beaucoup, mais ils ne se posent pas beaucoup de regard d'amour, donc j'ai essayé de leur expliquer. Et puis quand je l'ai revu, il m'a donné ce beau dessin. Il s'appelle Sévan. Voilà, j'avais envie de partager le dessin de Sévan. Il est très beau. Qui est un très joli dessin. J'avais envie aussi, à ce stade, avant de... Là, on va passer un petit peu tout ça. Je voulais partager avec vous cette citation de Nelson Mandela, qui explique bien, de temps en temps, je tombe sur des petites citations et je me dis, mais c'est exactement ça. Mandela, voilà, c'est ce qu'il met là. Il dit que dans les pires moments de la prison, il a quand même passé 27 ans de sa vie en prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un de mes gardiens, pendant 1 seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer et me permettre de continuer. Vous voyez, nous, je vous dis ça parce que souvent, c'est des choses très minimes qui se passent. C'est pas palpable, le regard d'amour, on ne sait pas l'effet qu'on fait. Mais en tout cas, j'ose espérer que je suis cette petite lueur d'humanité dans le regard de mes clients et de ces jeunes clients que je rencontre parfois. Et même si je ne vois pas le changement devant moi, il y a quelque chose qui va s'opérer. Je lui ai montré le chemin d'une autre manière de faire. Je lui ai accordé de l'importance à un moment donné. Et parfois, ce qu'on a semé va fleurir un peu plus tard, en fait. Moi, j'ai un jeune homme que j'ai accompagné en SECPA. Et il y a 1 an, il m'a rappelé, avant le corona, malheureusement, il m'a rappelé alors qu'il était en grande difficulté scolaire, dans une classe en difficulté à 13 ans. Et il était tout fier 10 ans après, alors que j'avais plus de nouvelles et qu'il n'avait aucune raison de me tenir au courant. Mais bon, je suis sur Facebook, il m'a retrouvé. Et il m'a dit, est-ce que tu te souviens de moi? C'est Michael. Je viens d'ouvrir une sandwicherie. Et je lui dis, écoute, c'est extraordinaire. Oui, je me souvenais très bien de lui. Et puis, il était tout fier de me dire qu'il avait ouvert une sandwicherie et qu'il m'invitait à venir manger un de ses sandwichs un de ces jours, etc. Et donc, voilà, cette lueur d'humanité, je pense qu'elle a mis du temps à faire son chemin, mais le fait qu'il m'appelle, c'est aussi une manière de me dire, de m'associer. Il n'était pas obligé de m'associer à cette belle nouvelle, mais le fait qu'il m'y associe, ça m'a émue parce que je me suis dit comme si, quelque part, il a à cœur quelque part, il me dit que j'ai contribué à ça. Enfin, c'est peut-être moi qui me raconte une histoire remarquée, mais je me dis, c'est pas un hasard si aujourd'hui il me dit merci. Et puis surtout, il m'a dit qu'il avait pris avec lui dans sa sandwicherie une personne qui n'avait pas de travail. Vous voyez, donc aussi lui-même, alors qu'il a à peine 23 ans, il aide déjà quelqu'un qui n'a pas de boulot, quoi. Voilà.
Donc voilà, je voulais vous dire ça par rapport au regard vertueux. Donc ça, c'est mon livre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je voulais juste vous montrer ça pour commencer, mais on va arrêter là 2 minutes. Est-ce que déjà à ce stade, vous avez des questions par rapport au regard Pygmalion ou avant que je vous explique exactement ce que c'est pour moi? Moi, j'ai l'impression d'après vos commentaires que c'est… Enfin, j'ai aucun doute que vous êtes déjà tous là-dedans, pour tout vous dire. J'ai bien peur même de ne pas vous apprendre grand-chose. Mais en tout cas, c'est bien d'en parler entre nous, je trouve, parce que ça rend conscient les choses. Parce que oui, on a choisi de faire ce métier, donc ça veut dire qu'a priori, on aime les gens. Mais moi, ce qui me plaît dans ce concept, parce que j'en ai fait une vraie posture d'accompagnement, c'est que je rends conscient les choses. C'est-à-dire que face à une personne, je l'écoute et consciemment, je sais que j'ai le choix du chemin que je vais prendre avec elle. Voilà. Et c'est ça où ça devient un vrai outil, en fait. Donc, voilà, c'est d'avoir conscience que on peut prendre une porte ou une autre, un chemin ou une autre, et que je vais suivre le regard Pygmalion. Le porteur du regard Pygmalion, c'est celui qui va, comme pour Christian, qui va regarder plus largement la personne. Elle ne va pas regarder forcément ce qui est attendu, vous voyez. Elle va va pas regarder que ce qu'elle voit. Parce que c'est vrai que si Christian avait regardé ce qu'il voyait, ce n'était pas terrible quand même. Hein. Je faisais des fautes, je ne tapais pas si vite que ça, etc. Mais il a regardé plus largement, il a posé son regard, il a regardé ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas en fait. C'est ça le regard Pygmalion. C'est plutôt s'attarder à ce que la personne a plutôt qu'à ce qu'elle n'a pas. C'est honorer le plein des gens. Et la personne, effectivement, j'ai une histoire, avec une histoire peut-être de problème, mais je ne suis pas que ça. C'est regarder la personne étant multi-histoire. Voilà. Lui, il a préféré l'histoire d'une jeune fille souriante, volontaire, qui avait l'air déterminée, etc. Il a misé plutôt là-dessus. Il aurait pu regarder, comme font les recruteurs souvent, je suis désolée de parler d'eux, les pauvres, mais c'est effectivement, on va… moi, j'ai une fille en ce moment qui cherche une alternance, eh bien, elle est souvent recalée, elle ne parle pas assez anglais, elle est trop jeune, elle est trop ceci, trop cela. On est toujours, voilà, on va regarder ce qu'on n'a pas plutôt que ce qu'on a, voilà. Donc, je lui souhaite vraiment de trouver quelqu'un comme Christian, un de ces jours. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée. Le regard Pygmalion, c'est l'idée vraiment que le regard qu'on porte sur un individu forge son identité. On m'a regardé comme une personne pas capable d'étudier, je suis devenue cette personne pas capable d'étudier. On m'a regardé en entreprise comme une personne capable de tout faire, je suis devenue cette personne capable de tout faire. Je pense que réellement, c'est vrai et c'est possible. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à raconter là-dessus? Ou c'est trop tôt pour que vous me racontiez des choses? Non, c'est trop tôt. OK. Il n'y a pas de souci. Moi, je peux partager une expérience. Oui, je veux bien, Karine, merci. Mais je me souviens au début de ma carrière, je me souviens que j'avais 2 ans d'expérience dans l'entreprise et il y avait et j'étais à ce moment-là en rotation dans différents postes et là, je rentrais dans le service commercial et il y avait une grande, entre guillemets, «une grande foire» ou une grande expo qui était organisée par ma boîte à l'époque. Il y avait plein de clients du monde entier et moi, comme j'adore l'international, j'étais hyper intéressée d'y aller. Mais j'osais pas demander, aux gens qui l'organisaient: «Est-ce que je peux y aller?» Je me disais: «Oh» et puis du coup, j'étais allée voir mon chef à l'époque et je lui avais dit: «Ah, j'aimerais bien y aller, mais bon, je sais pas trop» et il m'avait dit: «Mais bah, tu as envie? Bah, tu les contactes» et du genre comme si mais vraiment c'est très simple en fait et du coup, j'étais parce que je me disais: «Bah, moi, je suis toute jeune, je viens à peine de commencer dans cet endroit-là, il faut parler à tous les clients», enfin et je me sentais pas, capable en fait, mais j'avais envie et lui, au lieu de m'aider, il a dit: «Bah, contacte-les» et en fait, ça s'est fait tout seul et c'était hyper, motivant parce que ça m'a donné le fait que lui, réagisse comme ça, plutôt que de me prendre sous son aile et dire: «Bah, tiens, je vais voir pour toi, nanana». En fait, ça m'a donné encore plus confiance. Merci, merci Karine, c'est exactement ça. Merci de témoigner. Donc, c'est exactement ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est NAIT
sous le regard de plusieurs personnes, en fait. Moi, je suis née le jour de ma naissance, bien évidemment, mais je suis née aussi sous le regard de certaines personnes. Par exemple, est-ce que c'est mon diplôme de coach? Bon, j'ai quand même un diplôme de coach, mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend coach, hein, ou c'est nos coachés qui nous rendent coach? Mais c'est bien quand même d'avoir un diplôme. Mais vous voyez, par exemple, être superviseur, moi, je suis née superviseur le jour où quelqu'un m'a dit, tiens, est-ce que tu veux me superviser? En fait, c'est quelqu'un qui me regardait comme être capable de la superviser, en fait. C'est un peu ce que vient de nous dire Karine. Donc, c'est un peu les gens. André, un jour, elle m'a dit, est-ce que tu veux venir faire une conférence? Alors que je démarrais dans les pratiques narratives, je n'étais pas la plus légitime à parler des pratiques narratives. Elle m'a regardée comme quelqu'un capable de le faire. Pierre Blanc-Sanoun, voilà, là, je vous parle tous mes regards d'amour. Pierre Blanc-Sanoun, qui me supervisait, m'a dit, Dina, je vais monter une école pour enseigner les pratiques narratives. Est-ce que tu veux enseigner? Je dis, alors franchement, j'étais loin de m'imaginer pouvoir transmettre ces idées. Enfin, je commençais à les pratiquer, bien sûr, mais je m'étais formée. Vous voyez, mais lui, il me voyait comme quelqu'un capable. Et ben, aujourd'hui, j'enseigne les pratiques narratives. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est exactement ce qu'a dit Karine, c'est qu'on est sous le regard de certaines personnes. Vous voyez le pouvoir, jamais j'aurais osé taper à la porte d'une école en disant je veux former aux pratiques narratives. Enfin, ça me paraissait, pour moi, enseigner, c'est hyper grave, hyper important, etc. Donc, vous voyez, et d'ailleurs, bien m'en a fait parce que enseigner, c'est juste extraordinaire parce qu'on est obligé de comprendre ce qu'on fait. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je pratiquais de manière un peu intuitive, mais quand on enseigne, on nous pose des questions. Donc, on est obligé un peu de comprendre et d'expliquer ce qu'on fait. Voilà. OK. Donc, ça, je voulais vous le dire. Mais vraiment, maintenant, je vais essayer, avant de vous faire un… Vous me dites hein, si au niveau du temps, ça va encore. On a jusqu'à 20h30, c'est ça, André? D'accord. Très bien. Donc, je vais parler encore 10 minutes et on va faire un petit exercice. Donc, ce que je voulais vous dire, que ce qu'est le regard Pygmalion et comment je le développe. En fait, le porteur du regard Pygmalion, ce qui m'aide à être porteuse, on va dire, du regard Pygmalion, c'est plusieurs choses. La première, c'est quand j'ai pris conscience du pouvoir qu'ont eu certaines personnes dans ma vie dans les deux sens et de délibérément choisir mon camp. Vous voyez, voilà. Alors là, ça a été la première idée. La deuxième idée, ça a été de me dire que une idée importante, il faut être un peu anticonformiste, un peu militant, un peu parce qu'on se dit que le porteur du regard Pygmalion, il doit s'affranchir un peu des dictats du système qui veut que pour être performant, il faut sortir des grandes écoles, il faut, voyez, il faut sortir de ce qui est forcément attendu en fait et donner la chance aux personnes. Vous voyez, moi, quand je suis devenue, au bout de 5-6 ans, directrice, enfin cadre dans l'entreprise, j'étais au même niveau que les HEC, en fait. Et pourtant, je n'avais pas fait HEC, j'avais un CAP. Bon, le problème, c'est quand on me demandait qu'est-ce que tu as fait comme école, j'avais un peu la honte de dire que j'avais fait j'avais un CAP. Donc, j'ai un peu menti au début. Mais je leur disais, bah, moi aussi, HEC comme toi. Ah bon, quelle promo? Je ne te le dirai pas, je ne te regarde pas. Donc, c'était un peu, je n'assumais pas du tout. Mais aujourd'hui, je suis très fière de vous le raconter, en fait, parce que aujourd'hui, voilà, j'ai plus besoin de me cacher derrière ça. Et surtout, je me protégeais un peu, parce que si j'avais dit j'ai un CAP sur le dactylo, peut-être qu'on m'aurait rejeté, ou voilà, on se protège comme on peut dans les organisations. Mais c'est ridicule, en fait. Il faut dire vraiment qui on est. Alors, ma fille me dit, oui, mais de ton temps, c'était possible, genre la préhistoire, mais parce qu'elle dit qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible, ça, d'arriver quelque part sans diplôme. Elle a peut-être raison, mais voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le porteur du regard Pygmalion, voilà, il doit s'affranchir un petit peu de ce qui est attendu et puis porter son regard ailleurs, voilà, plus largement, c'est-à-dire, bien sûr, ce qu'il voit, mais pas que. C'est-à-dire, vous savez, c'est très narratif de faire comme ça. En pratique narrative, c'est pour ça que j'ai choisi une pratique qui vient complètement colorer ça et qui m'aide à soutenir ce regard Pygmalion. Parce qu'en pratique narrative, on dit qu'on ne fait jamais connaissance avec les gens. Enfin, il faut faire connaissance avec les gens en dehors du problème.
Voilà, globalement. Hein. C'est-à-dire qu'on n'attaque jamais le problème à l'endroit du problème. Il faut attaquer le problème, il faut d'abord emmener la personne ailleurs, là où il y a de la ressource. Enfin, à l'endroit du problème, il n'y a pas de solution, en fait. Il est fatigué avant d'y aller. C'est comme s'il se retournait vers une montagne. Le problème, c'est la montagne. Et que souvent, on leur dit, bah alors, on leur demande d'escalader la montagne tout de suite. Non, en pratique narrative, on les amène d'abord à un endroit où, à l'abri du problème, c'est-à-dire à un endroit où il y a de la compétence, où il y a du savoir, etc. Et à cet endroit-là, on va regarder le problème. Comment ça se traduit dans mes accompagnements, par exemple? Eh bien, quand j'accompagne une personne, par exemple, moi, je crée des rituels avec les jeunes notamment, parce que c'est surtout eux qui ont besoin de ce regard Pygmalion, et les grands aussi d'ailleurs, mais j'accompagne pas mal les jeunes. Je crée un rituel pour ne pas commencer tout de suite à parler du problème. Je leur dis, écoutez, moi, j'aime pas bosser tout de suite, hein, donc on va commencer par, à chaque fois qu'on va se voir, vous allez me raconter un petit moment scintillant de votre vie. Alors déjà, ils me disent, madame, c'est quoi un moment scintillant? Je dis, un moment scintillant, c'est un moment sympa, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on travaille, mais un petit moment sympa, voilà, qui vous est arrivé entre les deux séances. Alors au début, ils n'en ont pas, mais c'est pas grave. Je leur dis, écoutez, c'est normal que vous n'en avez pas, parce que les moments scintillants, il faut les guetter. Si on ne les guette pas, on ne les voit pas. Donc vous allez les guetter, vous allez les noter. La prochaine fois, vous allez me les raconter. Alors, à chaque fois que je les revois, je fais, même s'ils n'en ont pas, je leur pose toujours la question. Alors, qui a des moments scintillants à me raconter? Et puis un jour, ça vient, quoi. Il y en a un, il m'a dit il n'y a pas longtemps, madame, et en plus, ce jour-là, j'étais un peu pressée, j'avais oublié de lui demander son moment scintillant. Ça la fout mal. La seule fois où je ne demande pas, il en a un. Et donc, il me dit, madame, vous ne me demandez pas mon moment scintillant? Je dis, si, c'est quoi? Il me dit, j'ai été à Paris tout seul. Il a 13 ans, il vit à 15 km de Paris. Et je dis, alors je fais exprès, je lui dis, ah bon, c'est ça ton moment scintillant? Qu'est-ce qu'il y a de scintillant là-dedans? Il me dit, mais madame, j'étais à Paris tout seul, j'ai pris mon billet tout seul, j'ai été m'acheter des chaussures. Enfin, on a parlé sur 1 heure de séance, on a parlé 20 minutes, j'ai été à Paris tout seul. Et donc, je lui ai dit, mais alors, est-ce que ta mère t'a laissé à Paris tout seul? Comment ça se fait? Il me dit, bah, elle a confiance. Alors, raconte-moi une histoire. Qu'est-ce qui fait qu'elle a confiance en toi, etc. Et puis, quand tu marchais dans Paris, comment tu t'es senti? Il m'a dit, je me suis senti grand, je me suis senti fort, je me suis senti libre. Enfin, bref, pour lui, c'est comme s'il avait monté le mont Kilimandjaro, vous voyez? Donc, à cet endroit-là, de je suis le roi du pétrole, là, c'était le roi du pétrole là, qui me racontait qu'il est allé à Paris tout seul. Et ben, au bout d'un moment, je lui dis, alors, ok, ben, écoute, merci pour ton moment scintillant. Ben, maintenant, on va se retourner vers ce qui a bossé. Et vous voyez, quand on se retourne vers ces difficultés, c'est plus le même mec, quoi. C'est le mec qui va à Paris tout seul quand même. Là, on rigole plus, là. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va regrader les gens. C'est-à-dire qu'on va aller s'intéresser à leurs autres histoires. Quand on y arrive, c'est pas toujours facile. Et à ce moment-là, eh ben, tout devient possible. Il n'a même plus besoin de moi. Vous voyez, la marée est inversée. Oui? Ah, donc, je crois qu'on m'avait appelé. Donc, voyez, c'est juste pour vous expliquer comment je regrade les gens de manière un peu sans qu'ils le savent. Vous voyez, c'est vraiment de m'intéresser. Ça ne m'intéresse pas qu'ils me racontent tout de suite leurs difficultés. Parce que ça ne les regrette pas. Ça, ils vont encore me dire qu'ils ont eu une mauvaise note, etc. Non, ce qui m'intéresse, moi, l'histoire qui m'intéresse, c'est qu'ils vont à Paris tout seul. C'est qu'il a pris le métro tout seul, il ne s'est pas perdu, qu'il a trouvé. Voilà. Et donc, c'est ça, regrader les gens et s'intéresser plus largement à la personne, faire connaissance avec la personne en dehors du problème. Et après, il n'a presque plus besoin de moi pour régler son problème. Vous voyez, quand à chaque fois, il me raconte une histoire comme ça, ben aujourd'hui, c'est je vais à Paris tout seul, demain, c'est je suis déterminée, j'ai eu un truc, je l'ai obtenu. Et après, ben, son problème, il le règle. Voilà. Donc ça, c'est une manière. Donc, comment développer son regard Pygmalion? 1, se reconnecter aux gens qui l'ont posé sur nous et choisir son camp. 2, s'intéresser à la personne sous son côté multi-histoire, pas que l'histoire du problème. L'emmener ailleurs pour régler ses problèmes, là où il a de la ressource. Et puis 3, être un peu anticonformiste. Voilà, ne pas voilà, croire que tout, voilà, ne pas se formater comme. Arrête! Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est agressé. Non, ça va? Il faut fermer son micro, ouais.
Alors, c'est à moi de le faire ou c'est à la personne de le faire elle-même? Alors, ça demande de soigner son syndrome de l'imposteur en parallèle pour accueillir le regard Pygmalion et oser se lancer dans un immense sentiment de vide. Alors, qui dit ça, Alexia? Je ne comprends pas ça. Vous voulez bien, Alexia, m'expliquer? Oui, Dina, merci. En fait, ça rebondit un peu sur le témoignage de Karine au démarrage. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'avais 24 ans, j'ai quelqu'un qui a posé un magnifique regard Pygmalion sur moi et qui voulait m'embaucher pour un job. Et j'avais tellement peur et tellement le sentiment de ne pas du tout être à la hauteur et qu'il se trompait complètement que j'ai refusé. Et c'est quelque chose, c'est un scénario qui s'est répété assez régulièrement jusqu'à ce que je parte en développement personnel, etc. et que je fasse tout ce cheminement jusqu'à devenir à travailler et accompagner les gens là-dessus. Mais du coup, en fait, parfois, on peut avoir des élastiques qui sont tellement forts et des peurs qui sont tellement fortes qu'on peut poser un magnifique regard sur nous, nous ouvrir une porte et une opportunité incroyable et s'arranger pour tout saboter en fait tout seul. Vous avez entièrement raison, Alexia. Moi, ma chance, c'est d'avoir une maman au démarrage un peu comme ça. Donc, j'avais déjà un bon socle. Vous savez, j'avais deux histoires très tôt à ma disposition, une où j'étais la meilleure du monde et une où j'étais nulle. Donc, mais je savais déjà très jeune qu'une m'empêchait de sombrer dans l'autre. J'adorais rentrer chez moi. Chez moi, j'étais bien parce que j'aimais l'image qu'on renvoyait de moi. Et quand j'étais mal à l'école, eh ben, je savais qu'en rentrant chez moi, ça allait aller mieux, etc. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée d'en avoir conscience très tôt. Mais je comprends ce que vous dites. Et des fois, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que j'aime bien très tôt, avec les jeunes, là, voilà, plus on pose ce regard jeune sur nous, et mieux c'est. Vous savez, moi j'ai 3 enfants et j'ai beau être dans l'accompagnement, etc. Sans vouloir faire de mal, ben, on peut dire, par exemple, quand je présente mes enfants, je pourrais vous dire, ben, il y en a une, elle est comme ça, plutôt timide, l'autre, elle est plutôt extravertie, l'autre, elle est comme ci. Vous voyez? Et ça, c'est une manière très réductrice de parler de ses enfants, c'est de les enfermer. Aujourd'hui, je fais très attention à ça. C'est-à-dire que, sans vouloir faire de mal, on réduit les gens à une de leurs histoires, en fait, alors qu'on peut très bien être matheux et littéraire, timide par moment. En fait, c'est ça qui me plaît dans les pratiques narratives, parce qu'ils disent que la personne n'est pas le problème. On a une relation avec une histoire de problème, mais on a une relation avec plein d'autres histoires. Donc, on va aller honorer toutes les autres histoires. Et puis, on a une relation avec la timidité, mais on a aussi une relation avec autre chose, avec je suis bonne en ça, voilà. Vous voyez, on n'a pas qu'une histoire à notre disposition, parce qu'on finit par se réduire à cette histoire. Vous voyez? À ce stade-là, j'ai envie de vous faire maintenant faire un petit exercice et de vous proposer, si vous en êtes d'accord, la croyance que l'autre, la capacité d'influence. Ok, super. Donc, j'adore vos commentaires, je vais les garder, je vais m'en nourrir. Est-ce que je peux juste, Dina? Bien sûr. Est-ce que je peux juste interrompre pour rebondir sur la question d'Alexia? Parce que du coup, ça me pose question et je me demande, est-ce que quand on porte ce regard sur quelqu'un et qu'on offre par exemple une opportunité comme ce qu'elle a pu partager, est-ce que du coup, on doit quelque part faire attention à doser SER dans un mot, quoi, doser à quel point on porte ce regard ou quelle opportunité on donne pour pas que la personne elle se dise oh c'est tellement haut que du coup le pas est trop haut et je vais pas le sauter et du coup peut-être dire à un moment peut-être c'est un pas plus petit qu'il faut offrir parce que cette personne si on lui donne ce pas-là même si on pense qu'elle est capable elle pense tellement que non que du coup elle va même pas le saisir. Exactement, mais ce qu'a raconté Alexia, ce n'est pas un accompagnant, je pense, qui lui a dit ça, c'est quelqu'un, un manager, ou si j'ai bien compris. En fait, moi, je ne dis jamais à quelqu'un de sauter un pas ou de faire quelque chose. Je le regarde. Vous voyez, ça ne se traduit pas tellement par les mots, en fait. C'est juste une manière de le regarder en présupposant qu'il est capable, mais je ne vais pas lui dire « t'es capable, vas-y ». Il va le faire au bout d'un moment. Vous voyez, c'est ça la subtilité. Quand on est accompagnant, on ne veut rien pour l'autre. Par contre, on le regarde comme capable, mais ça passe plutôt ça passe pas par les mots, par dire, parce que pour moi, ça m'angoisserait terriblement qu'on me dise, vas-y, t'es capable, etc. Vous voyez, je ne sais pas comment ma mère s'y est pris, mais elle m'a jamais dit que j'étais intelligente. Mais tout chez elle disait que j'étais
c'est comme si elle me le disait, mais elle n'employait pas les mots pour ça. Juste, elle affichait un tableau que j'avais fait, elle reprenait mes mots quand elle parlait de moi à la voisine, elle disait, t'as vu ce qu'a dit ma fille quand même, c'est formidable. Vous voyez, mais elle ne me le disait pas directement. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est comment on arrive sans avoir d'injonction, parce que ça, la marche peut être haute. Mais en tout cas, dans mon accompagnement, à aucun moment, je dis aux jeunes qu'ils sont formidables. À aucun moment, je dis qu'ils sont nuls. Simplement, je leur offre une page blanche pour me montrer autre chose. C'est-à-dire que je les regarde comme des jeunes adolescents, ben voilà, et puis on repart de zéro, en fait. C'est plutôt ça que de dire t'es bon ou t'es pas bon. Je ne sais pas si ça répond à ta... Si, ça répond tout à fait. En fait, je pense que quand j'y pensais, je ne pensais pas tellement en posture d'accompagnant, mais là, pour le coup, je pensais plus dans des relations familiales. D'accord. Oui, mais effectivement, oui. D'accord. Donc, même dans les relations familiales, etc., on a beau nous dire, un parent peut dire à son enfant, mais si, tu es magnifique, tu es beau, tu es machin, mais oui, tu es ma mère, machin, on n'y croit pas. Plus que de le dire, il faut le démontrer. Et c'est là la subtilité, en fait. Et comment juste une présence parfois suffit. Et puis, voilà. Mais surtout, une présence dans l'accueil inconditionnel. Peu importe, c'est OK pour moi. Voilà. Dina, est-ce que je peux interagir juste Bien pour sûr. ça? Oui, Dominique, coucou. Exactement. Moi, j'ai un frère qui est tétraplégique. Il ne parle pas, il ne bouge pas. Et je crois qu'en t'écoutant, je me rends compte que ce qui m'a donné, tout le monde est conscient qu'on a un truc ensemble. Dès que je rentre dans sa pièce, je sais qu'il m'aime. Et c'est vrai qu'il ne peut pas me le dire puisqu'il ne peut pas parler. Il a une trachéotomie. Alors, comment tu le sens? Alors, je le sens par son regard. Il a un petit sourire, il n'a pas beaucoup de motricité. Et puis, il y a les infirmières. Et pour dire, il y a 2 mois, j'ai lancé quelque chose, je l'ai appelé. C'était qu'au téléphone, je ne le voyais pas. Et c'était les infirmières, il est dans un EHPAD, qui ont dit, mais alors, mais qui vous êtes? Il a un sourire à vous écouter, on ne sait pas ce que vous lancez, mais on est à fond aussi. Donc, tu il vois, a communiqué aux autres. Donc, c'est exactement ce que tu dis sur ta maman. Exactement. Merci beaucoup, Dominique, pour ton partage. Je voudrais juste rajouter pour Karine et Alexia, par rapport à ce que vous disiez, et toi aussi, Dominique, c'est que j'ai une fille qui avait un proviseur, mais que personne n'aimait. Il était très dur, il était devant le portail à chaque fois à faire des remarques, etc. Il n'y en avait qu'une qui l'aimait, c'est ma fille. Et elle me disait, moi, j'aime bien Monsieur Letellier. Alors, je dis, mais comment ça se fait que tu l'aimes bien? Parce que j'avais eu 2 autres enfants avant qui ne pouvaient pas le saquer. Alors, elle me dit, moi, je l'aime bien. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu aimes bien Monsieur Letellier? Eh bien, il n'y avait qu'une chose qui fait qu'elle l'aimait bien. Et alors, ça avait changé sa vie. C'est qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans l'école, il lui disait, bonjour Éléonore. Et je lui dis, ah bon, rien que de... elle me dit, tu te rends compte, il se souvient de mon prénom. Il y a 400 élèves dans la classe, il y a 400 élèves dans l'école, il dit bonjour à tout le monde par leur prénom. Vous voyez, rien que de prononcer un prénom nous fait nous sentir exister. C'est pas extraordinaire, ça? Rien que le fait qu'il lui dise bonjour Éléonore, elle l'adorait, en fait. Elle lui dit, tu te rends compte? Le fait qu'il dise Éléonore, c'est comme s'il la faisait exister. Ce n'est pas une élève parmi des élèves, etc. Vous voyez? Donc, c'est ça le regard Pygmalion. C'est juste, moi, quand j'arrive devant ces jeunes, alors qu'ils ont toujours des prénoms assez compliqués, alors je ne m'en souviens pas toujours, mais je prends toujours 10 minutes à regarder les prénoms parce que je sais qu'ils vont aimer que je prononce leur prénom. Parce que vu ce que ma fille m'a dit, je me dis, ben tiens, ça aussi, c'est une manière de porter un regard Pygmalion, c'est je vais prononcer son prénom le plus souvent possible. Vous voyez, moi, quelqu'un qui me sourit dans la rue, ce que je ne connais pas, ça va colorer ma journée différemment. Il m'a souri, il m'a fait aussi me sentir exister. Vous voyez? Mais ça, c'est minime, évidemment. Ça ne va pas changer ma vie, mais ça va peut-être changer ma journée. Vous voyez, c'est des choses, c'est pas que vas-y, tu es capable. C'est vraiment bien plus subtil que ça. Est-ce que vous êtes OK pour faire un petit exercice maintenant? Je vais vous mettre par 3, si vous voulez bien. Je vais diviser 85 par 3, c'est possible. Là, à ce stade-là, je ne fais même pas le calcul, c'est trop compliqué. N'oubliez pas que je n'ai pas le bac. Oh. Alors, 83. Donc, ça fait à peu près 27 groupes.
Peut-être il y en a qui seront 4. Voilà. En fait, je vais vous montrer un document. Et ce petit exercice, c'est d'échanger entre vous. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit Zoom fait la division automatiquement. Ah bon? Ah, Alexa, merci. Comment je fais, Alexia? Je vais me mettre, parce que moi, c'est un peu nouveau Zoom. Alors, attendez, je vais le faire après. On va diviser par groupe. Et je vais mettre créer des groupes. Mais il faut que je dise le nombre de groupes quand même. Il faut dire le nombre de personnes dans le groupe. Attribuer manuellement. Parce qu'il y a créé combien de salles? Moi, c'est tout ce que j'ai. Attribuer manuellement. Non, non, il faut dire le nombre de salles, le nombre de il me groupes. semble, hein? Oui, oui. D'accord, non, c'est pas grave. On va faire 27. 27. OK, mais avant de vous séparer, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez discuter entre vous, de vous remémorer. Là, je vais repartager l'écran pour vous montrer les questions. Peut-être que vous pourriez faire une photo, je ne sais pas, mais en tout cas, vous l'aurez le document plus tard si vous voulez refaire l'exercice tranquillement. Je vais vous montrer les questions à vous poser. Et en fait, l'idée, c'est de vous remémorer une personne qui a posé ce regard. Voilà, ça, c'est les questions. Est-ce que, voilà, c'est vraiment identifier un de vos regards Pygmalion, bien sûr, un regard un œil d'amour, pas un œil arrogant, et de poser à la personne les questions qui sont là, peut-être pas toutes, mais en tout cas, pourquoi est-ce que pourquoi c'est cette personne que tu as choisie? Quelle est l'histoire de ta rencontre avec elle? Est-ce que vous pouvez me raconter un souvenir agréable lié à elle? Qu'est-ce qu'elle a pu apprécier? Qu'est-ce que vous avez apprécié chez elle? En quoi elle a contribué d'une manière ou d'une autre à votre vie? Qu'est-ce que le fait d'avoir croisé sa route vous a permis de réaliser? Voilà, ça c'est toutes ces questions. Est-ce que vous voulez que je les mette dans le conversé ou vous voulez faire une petite photo? Voilà, c'était juste pour vous dire, ça serait bien de poser quelques questions comme ça. Est-ce que c'est possible de mettre le texte plus gros? Oui, je vais le mettre un petit peu plus gros, mais j'ai peur que ça ne tienne pas dans la feuille. Si je les mets plus gros, il faudra au moins deux. Est-ce qu'il y a moyen de copier et de vous le mettre dans Converser? Oui, à mon avis. D'accord, ben, je vais le faire. Je vais copier, je vais le mettre dans Converser. OK. Et puis, voilà, Converser. Je vais voir si ce n'est pas trop bizarre de voir ça comme ça. CTRL-V. Ah non, ça n'a pas tout copié. Hein. Mais je vais vous le... Ah si. Pourquoi c'est pas ça? Voilà, OK. Je vais vous le remettre bien. Donc, est-ce que c'est OK pour vous d'avoir une petite discussion? Vous n'êtes pas obligé de poser toutes ces questions. Moi, ce qui m'intéresse quand même que vous posiez, c'est qui? Et une fois qu'on vous dit le nom, genre si elle dit c'est mon oncle, il s'appelait comment? Vous voyez, il faut qu'on l'incarne un peu plus, si c'est possible. Est-ce qu'il a un prénom? Et une fois qu'on donne le prénom ou le nom, eh ben, on va parler de Christian. Alors, Christian, pourquoi tu as choisi Christian? Voilà, on va vraiment bien prononcer le prénom. Je vous dis ça, c'est si vous faites l'exercice avec vos clients, en fait. Pour que la personne s'incarne, il faut vraiment qu'on entende vraiment le prénom et que ben voilà, vous allez poser toutes les questions qui vous viennent. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi elle, en quoi elle a contribué à votre vie, en quoi votre vie a été différente, à votre avis, du fait de l'avoir rencontrée. Et puis surtout, que vous avez aussi un peu contribué à la sienne. C'est ça qui est magnifique, c'est de s'apercevoir aussi que les gens ne posent pas des regards d'amour pour rien sur nous. C'est que nous aussi, quelque part, ils y ont trouvé leur intérêt aussi. C'est qu'ils ont vu en nous quelqu'un qui avait de la valeur. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a bien pu voir chez vous qui lui a donné envie de vous accorder cette valeur, vous voyez? Et il y a une petite conversation, mais vraiment 5-10 minutes. Et puis ensuite, terminer en vous disant à quel moment ce serait utile de te remémorer, Christian. Vous voyez, pour en faire un ancrage. Est-ce que ça vous va? Donc, je vais vous envoyer dans les salles. Vraiment, on va partir, voilà, une petite demi-heure, vraiment 25 minutes. Je vais vous essayer de faire un quart d'heure de conversation ou 10 minutes, voilà, 3 fois 10 minutes, si vous êtes 3. Et puis, je vous ramène et puis on termine par des questions. OK? C'est parti.
j'arrive vraiment. Alors moi, oula. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il faut que tu dises OK à un moment pour rejoindre. Alors, attends. Attends. Rejoindre la salle. Bah oui, OK. Bah, tu dis OK, voilà, tu vas aller dans une salle et puis si tu es toute seule, eh bien, on… Ben non, on ne me le propose pas. Attends, tu vas voir, ça va arriver. OK. Peut-être parce qu'on est très nombreux. Donc, Oui, il faut que ça arrive. Alors, où on en est là? Alors, donc, il y a des gens qui ne sont pas partis. Est-ce que… il reste combien? Il reste 8 personnes. Peut-être que je n'ai pas fait assez de salles. Donc, je vais rajouter des salles. Alors, OK. Un participant non affecté. Je suis partie et revenue, Dina. Je suis désolée D'accord. parce que j'avais noté que ça terminait à 20h. Alors, je me suis dit, je préfère que vous ne me mettiez pas dans un groupe pour ne pas bloquer un groupe. Ça marche. Merci, Alexia. Et il me restait 10 minutes, mais c'est dommage. Merci beaucoup. Je vous ai découverte par Isabelle Korb qui m'a inscrite. Ah oui, je connais très bien Isabelle. C'est ça qui m'a inscrite, qui m'a vraiment proposé de venir ce soir et j'en suis ravie, mais j'avais noté 20h et puis du coup, la famille attendra pas tellement plus après. Ça marche. Au revoir, Alexia, et merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, je suis fan. Alors, comment ça se fait que… Alors, il reste du monde. Alors, comment je fais? Je vais vous… Alors, Valérie Rogers, dans le 23, demander de l'aide. Oui, Valérie? Oui, je suis toute seule, en fait. Est-ce que tu pourrais me réaffecter un autre? Est-ce que tu peux revenir dans la grande salle ou c'est à moi de te ramener? D'accord, OK. Ça marche. Alors, nous sommes 6. Est-ce que vous voulez qu'on discute un peu entre nous, là? Avec plaisir. Bon. Ne faites pas attention à moi. Et puis, discutez entre vous. S'il y a Christopher est là, s'il y a Anne, s'il y a Anne-Isabelle, ça fait… Ben voilà, ça fait un groupe, là. Eh bien, super. OK. Donc là, Dominique, je te présente Valérie. Vous ne vous connaissez pas. Alors, je ne sais pas si Christopher, Anne-Isabelle et Anne sont là. Peut-être pas. Ce n'est pas grave. Vous êtes toutes les deux. D'accord. Leur panneau, mais je ne sais pas s'ils sont là. D'accord. Alors, je vais essayer de récupérer ma capture d'écran avec les questions. Voilà, je vais la remettre bien parce que j'ai l'impression que… Hop. Voilà. Eh bien, génial. Donc, Dominique, on est toutes les deux. Est-ce que tu as quelqu'un qui a porté un regard Pygmalion sur toi? Oh bah, puisque j'en ai parlé devant tout le monde, je vais garder le même. Hein, oui, ben voilà. Voilà. Comme ça, on ne va pas s'en mêler. Mais alors, du coup, on ne voit plus les questions. Attends. Je vais les retrouver. Je vais essayer de les retrouver. Voilà, regarde, je viens de les remettre en bas. En bas. Regarde, j'ai envoyé à tout le monde un petit commentaire, le dernier. Oui, mais je ne l'ai pas, moi. Voilà. Moi, je les ai. Voilà. Moi, je les ai. Fichier, c'est ça? Voilà. Donc, est-ce que vous avez… Quelqu'un veut dire un petit mot ou, voilà, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Je voudrais juste vous raconter comment j'utilise le regard Pygmalion dans mes accompagnements. Alors, je l'utilise dans ma vie de tous les jours, j'essaye. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot? Comment vous avez vécu cet exercice? Passionnant. Oui, Nicole? Passionnant, une rencontre tout à fait privilégiée. Ah, donc en plus, tu as fait une belle rencontre. Ah oui, absolument. D'accord. Ben, j'espère que c'est le cas de tout le monde. Vous ne vous connaissez pas tous, j'imagine? Non. OK. Merci Nicole. C'est émouvant hein, d'inviter ces personnes hein, auxquelles on se souvient. Hein. Très. Oui, c'est très émouvant. Moi, je trouve ça toujours un moment. Ça ne pleure pas beaucoup dans mes séances,
Mais Non, en mais c'est général, très, quand très on évoque une personne comme ça, c'est des larmes, c'est des belles larmes. C'est des larmes comme si on avait retrouvé sa tribu. Vous voyez, on se sent seul et subitement, on a retrouvé quelqu'un d'important pour nous. Et là, Oui. vous voyez, je guette toujours dans mes accompagnements le moment où la personne elle bascule du côté de l'espoir. Et bien là, c'est souvent quand on évoque les personnes, c'est un moment où elle reconnecte avec une... Voilà, elle n'est plus tout seule au monde, quoi. Même si la personne n'est plus là, voilà, ça va être une autre histoire. Ok, super. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Dina. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un petit mot? Karim. Je dis Karim, excuse-moi, parce que je suis en face de moi et qu'au tout début, tu as dit, tu as parlé en disant, là, je suis sensible à ce sujet. Je voulais savoir un peu ton point de vue. Est-ce que tu reconnais tes petits? Est-ce que je reconnais qui? Tes petits, c'est-à-dire ce que tu pensais du regard Pygmalion. Oui, c'est la puissance de cette confiance qu'on peut avoir en l'autre, d'être tout ce qu'il ou ce qu'elle est, et de pouvoir l'exprimer avec succès, avec joie, pleinement, suffit. Juste ça suffit. Exactement. Et on n'a pas besoin d'être dans du « vas-y mon gars ou ma fille, tu vas y aller », ça c'est pas nécessaire. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à la personne Alexia, je crois. Et par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Laurence, avec qui j'ai échangé à l'instant, c'était assez magique en fait. Il y a quelque chose ici, presque de la sérendipité qui est… non, mais c'est dingue. Mais je vous assure, quand vous évoquez ça, moi je le fais sciemment dans mes séances. Et là, je vais vous raconter juste comment… moi, je guette cette marée qui s'inverse. Moi, j'ai toujours l'impression à un moment donné que la marée s'inverse. Et là, je me dis, ça y est, c'est gagné. J'ai accompagné un jeune homme, il a 21 ans. Il n'a pas encore le bac, mais il a été déscolarisé, il a redoublé au moins 2 ou 3 fois. Enfin bref, il a comme moi, mais lui, il s'accroche au moins, il est allé jusqu'au bac. Mais en tout cas, il a une scolarité très difficile, il rejette complètement le système scolaire et il a été déscolarisé une année. Je le récupère à un moment où il me dit de lui-même, c'est lui qui paye ses séances, parce qu'il bosse un petit peu. Et il me dit, écoutez, je sens que j'ai besoin d'avoir ce bac quand même parce que je veux aller au moins au bout, mais je veux que vous m'aidiez à faire cette dernière année pour avoir le bac. Voilà, donc on est là, dans ce truc-là. Et en fait, je discute pas mal avec lui. Et ce que je comprends, parce que quand je discute avec lui, mais c'est un mec hyper intelligent. Il regarde Arte, il me raconte des… Vous voyez, quand je vais chercher autre chose, son côté multi-histoire, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui est hyper cultivé. Même c'est ça qui m'a fait un arbre de vie où il me met dans les feuilles tous les gens qui l'ont influencé. Puis il me met un moment Barthès. Je lui dis, tu aimes le foot aussi? Il me dit non, Roland Barthes. Alors, j'ai eu la honte de ma vie, c'est à cause de mon mari, ça, qui me parle du foot tout le temps. Et donc, donc il me dit non, Roland Barthes, etc. Donc, c'est vraiment un jeune homme hyper intelligent. Et donc, j'ai compris qu'en fait, le fait de ne pas avoir le bac, ce n'est pas une question d'intelligence pour lui. C'est juste une question que le système scolaire ne mérite pas qu'il ait son bac. Il a tellement souffert à l'école qu'il fait une résistance. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que j'arrive à trouver peut-être quelqu'un dans le système scolaire qui lui redonne envie d'avoir son bac. Alors, j'essaye de lui poser des questions avec mes gros sabots. Je lui dis, mais il y a bien quand même un prof sympa que tu as rencontré, etc. Il me dit, aucun. Alors, je dis, bon, ok, alors on va aller petit à petit. Alors, au lycée, aucun. Au collège, aucun. Je dis, même le prof de dessin, non, même pas, etc. On redescend en primaire. Et là, impossible d'avoir quelqu'un qui a grâce à ses yeux. Et en redescendant comme ça, au bout d'un moment, il me dit, ouais, il y a bien… Ouais, puis hop, il y a quelqu'un qui arrive et il me dit, ouais, il y a bien quelqu'un, mais c'est tellement vieux, je pense. Et je dis, c'est qui? Il me dit, c'était quand j'étais en maternelle. Bon, en maternelle, c'était qui? Là, j'ai fait 1h30 sur cette personne. Et il me dit, c'était ma prof en maternelle. Je me souviens d'elle comme une femme gentille. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est grâce à tes yeux, cette femme? Alors d'abord, je lui ai demandé comment elle s'appelait. Je ne savais pas s'il s'en souvenait, mais il s'en souvenait très bien. Il m'a dit, Madame Martin. Et je lui ai dit, alors Madame Martin, qu'est-ce qui fait qu'elle est trouvée grâce à tes yeux? Il me dit, je ne sais pas, elle trouvait que je dessinais bien. Elle montrait mes dessins à toute la classe.
ma mère m'a dit qu'à cette époque, j'aimais bien aller à l'école, etc. Enfin bref, on a passé 1h30 sur Madame Martin parce que j'avais vraiment envie de… Et en fait, après, on a arrêté la séance et je lui ai demandé qu'est-ce qui fait que… qu'est-ce qu'elle penserait, Madame Martin, sur ta capacité… D'abord, qu'est-ce que ça te fait de parler de Madame Martin? Ça lui a fait plaisir, en fait. Et il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu penses que Madame Martin, qu'est-ce qu'elle dirait sur ta capacité à avoir le bac, etc. Et à quel moment ça serait utile de penser à elle, etc. Et puis voilà, et la séance s'est terminée. Et quand je l'ai revu, il m'a dit, alors parce qu'il est jeune, hein, il a 20 ans, moi, elle serait morte la mienne, mais il m'a dit, quand j'ai quitté votre séance, ça m'a donné envie de voir Madame Martin. Et j'ai été voir si elle était encore là. Il est allé voir en vrai Madame Martin qui était encore là. Et il m'a dit, vous ne devinerez jamais. Est-ce qu'elle m'a reconnue. Vous voyez, j'en ai la chair de poule quand je vous parle. Eh bien, il lui a raconté à Madame Martin ses déboires scolaires et Madame Martin s'est mise à pleurer. Elle lui a dit, je suis tellement désolée, je te demande pardon pour tous les profs qui ne t'ont pas donné envie d'aller à l'école, etc. Et donc, je peux vous dire que l'œil d'amour que Madame Martin a posé sur Hugo lui a aidé à s'accrocher aujourd'hui, 20 ans après, et Hugo a eu son bac. Waouh! Voilà, non, je vous raconte ça pour vous dire comment je l'utilise dans mes accompagnements. J'essaye d'aller chercher des antidotes à ces regards arrogants. Plus on a des regards d'amour à identifier avec mes clients, vous voyez, après dans les entreprises, c'est pareil, je suis un mauvais manager. Mais qui vous regarde avec ce regard arrogant? Est-ce qu'il y en a qui vous ont regardé comme un bon manager, etc. Vous voyez? Donc, je vais utiliser comme un concept, plus j'ai des regards d'amour, plus j'ai des antidotes en fait. Et les regards d'amour vont m'aider à accompagner mes clients parce que je ne suis plus toute seule à les accompagner. Voilà, je ne voulais surtout pas terminer sans vous dire ça parce que après, il faut quand même que concrètement savoir comment on le fait dans nos accompagnements. Donc, il y a toujours un moment dans mes accompagnements où je vais aller chercher des regards d'amour et où je vais aller chercher des gens qui vont venir contredire l'histoire qui se raconte. Voilà. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a quelqu'un dans mon groupe tout à l'heure qui m'a dit, mais des fois, je l'ai vu qu'une seule fois, mais ça suffit. C'est comme cette lueur d'humanité avec Mandela, une seconde dans le regard de ses gardiens. Voilà, ça peut être très fugace, mais c'est très puissant. Ça va nous aider. Parce que des fois, on se demande si on a de l'impact quand même par rapport aux gens qu'on accompagne, parce qu'on ne le voit pas concrètement devant nous, l'impact qu'on a. Mais l'impact, je vous assure qu'on sème quelque chose et qui va pousser petit à petit. Voilà, il ne faut pas désespérer. Et en fait, le fait d'avoir retrouvé Madame Martin, ça a honoré son histoire, en fait. Ça... ouais, Madame Martin a fait tout le boulot. Moi, je galérais avec lui pour qu'il s'accroche. Et je vous assure que Madame Martin, elle ne le sait pas, mais et en plus, elle n'est pas payée. Elle a fait tout le boulot. C'est vraiment la reconnexion avec Madame Martin qui a fait le boulot, en fait. Rien que, ça y est, il avait trouvé quelqu'un qui lui redonnait envie d'avoir ce bac. Voilà. Donc, je pense que quelque part, vous le faites, hein, mais d'une manière un peu différente. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire les choses sciemment. Moi, je fais des séances entières avec les jeunes et avec les moins jeunes dans l'entreprise et on va passer une séance à aller chercher vos alliés. Ou alors, avec les jeunes, on va passer une séance à faire votre club de vie, hein, ceux qui méritent d'être dans votre club de vie, etc. Vous voyez, j'en fais des vraies séances. D'accord. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais avant, voilà, il nous reste 2-3 minutes. Vous avez une question, mais je reste évidemment à votre disposition. Vous allez recevoir le document et surtout, vous allez avoir le document que je vous invite à faire si vous voulez vous reconnecter au Pygmalion que vous êtes. Parce qu'on a tous une manière différente d'aborder le regard Pygmalion et vous allez avoir votre identité de Pygmalion. Alors, le club de vie en pratique narrative, c'est un concept. C'est pour ça que les pratiques narratives m'aident à soutenir ce regard Pygmalion, parce que tout dans les pratiques narratives est très dignifiant. Voilà, ça dignifie les personnes. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais je le dis. Mais donc, le club de vie,
c'est à un moment, on propose à nos clients, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, de constituer son club de vie. Et dans son club de vie, c'est à qui j'ai envie. On ne choisit pas les parents qu'on a, on ne choisit pas les gens avec qui on travaille, mais là où on a encore le choix, où on peut redevenir auteur de sa vie et de ses relations, c'est à qui j'ai envie de donner plus de crédit dans ma vie. Ok, je bosse avec ces gens-là, mais ce n'est pas parce que je bosse avec eux que je vais leur donner plus d'autorité. Donc, vous savez, c'est une musique à la radio. Elle nous plaît, on augmente le son. Elle nous plaît pas, on baisse le son. Eh ben, c'est le moment où on demande aux gens, OK, avec tes parents, s'il y en a un qui ne te plaît pas, tu peux baisser le son. Hein. Et puis moi, j'ai 3 filles, il y en a une, en ce moment, je baisse le son. Hein. C'est ça l'idée, c'est que comment je reste digne dans une situation où je ne suis pas obligée de tout prendre, quoi. Et c'est là où je retrouve de la dignité. Vous voyez, c'est que à qui j'ai envie de donner plus d'autorité dans ma vie, plus de crédit. Et ce n'est pas forcément les gens les plus proches parfois. Voilà, donc c'est ça le club de vie. Bravo. Voilà, et bien écoutez, voyez, en attendant que vous fassiez l'exercice, je me suis servi un petit verre de vin. Je vous souhaite, je suis vraiment très très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je raconte ça bien sûr en détail, je suis désolée de faire ma petite pub, mais dans ce livre qui est Le regard Pygmalion. Mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais c'est vraiment, je pense que rien que ce qu'on s'est dit, peut-être va ouvrir des petites portes et vraiment, vous me permettez, merci Marie-Christine et merci André, parce que vous me permettez ce soir d'honorer une valeur qui est très précieuse pour moi, qui est le partage. Quand je vois ce que ça procure chez les gens avec qui je fais comme ça, je me dis que ce n'est pas possible de garder ça pour moi. Il faut que je le partage, il faut que je le diffuse pour que le plus de gens possible puissent en bénéficier. Donc j'espère que grâce à vous, j'ai l'espoir que plein de gens peut-être vont identifier leur regard d'amour. Merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup. Tu as raison, Dina. Merci infiniment. Merci Marie-Christine, à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Merci. En ces temps difficiles. Et puis, voilà, vous partez à votre rythme, je ne ferme pas le... Voilà. Merci, Dina. Je voudrais terminer cette soirée par des remerciements. Dina, oui. Je voudrais te dire que cette conférence était formidable et que l'exercice nous a apporté beaucoup de bonheur. Et bien, tant mieux. Donné un moment de bonheur. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À vous tous. À bientôt. La prochaine Merci beaucoup. Merci Henri. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci André pour l'organisation. Super, merci. Merci. Ouais. Au revoir. Alors, on a enregistré. Ceux qui veulent l'enregistrement le diront à André. Hein, ça a été enregistré. On ne va pas le diffuser, mais c'est si vous voulez retrouver des mots. Voilà, il est là. L'enregistrement, je l'arrête maintenant, mais voilà, il existe.